Bien. Alors donc le cours d'aujourd'hui donc va concerner un autre cours, un autre élément de module. Et ça concerne particulièrement les systèmes multi-agents et l'intelligence artificielle distribuée. Donc c'est un cours en principe dans lequel on va voir une partie en même temps comment mettre en œuvre des approches basées sur les systèmes multi-agents. Donc, nous allons voir ce que c'est. Mais en même temps, ça serait l'occasion pour vous donc de voir également quelques concepts de base sur tout ce qui concerne les éléments de l'intelligence artificielle particulièrement et également les éléments de l'intelligence artificielle distribuée. Alors d'abord, un petit mot sur l'intelligence artificielle. Bon, alors si on cherche d'abord à une définition de l'intelligence artificielle, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui a cherché à doter les systèmes informatiques d'un certain nombre de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains ou des êtres vivants d'une manière générale. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? C'est de permettre aux ordinateurs, de permettre aux applications de penser et de prendre des décisions donc à l'image d'un être vivant, d'un être humain qui est capable de prendre des décisions, doter les applications de toutes les capacités d'apprentissage et de prise de décision. Bon, ça c'est l'idée principale. Alors donc l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose, c'est pas une discipline nouvelle, mais en quelque sorte c'est depuis très 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 longtemps que il y a des essais, il y a des méthodes, c'est-à-dire des concepts théoriques qui ont été élaborés pour pouvoir mettre en place des solutions informatiques qui sont dotées de fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Alors, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de moyens. En fait, les machines n'étaient pas aussi puissantes. On n'avait pas aussi de moyens de logiciels, d'infrastructures, de technologies qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre en fait les solutions de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui fait que ça restait dans le domaine de la recherche. Mais donc, ça, vous le savez depuis ces dernières années. En fait, c'est-à-dire grâce aux moyens, notamment au système distribué, grâce au cloud computing, grâce donc aux applications mobiles, les smartphones, l'IoT, vous avez plein d'évolutions, les télécommunications. Donc, vous avez beaucoup de choses qui ont évolué en termes de technologie, qui font qu'aujourd'hui, avec des algorithmes de l'intelligence artificielle, on arrive facilement à mettre en place des applications et on peut doter facilement des applications d'entreprise comme les applications mobiles, les applications web ou d'autres types d'applications comme les robots. On peut les doter de fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Bon, ça, si vous voulez, c'est l'intelligence artificielle d'une manière générale. Alors après, il y a l'intelligence artificielle distribuée, c'est ce que nous intéresse. En fait, l'intelligence artificielle, si vous voulez, l'intelligence artificielle cherche à doter les systèmes informatiques d'une manière générale de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Alors maintenant, l'intelligence artificielle distribuée inclut deux termes. D'abord, il y a l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour permettre aux agents de devenir intelligents. Ça veut dire qu'il faut modéliser le savoir et le comportement des agents. Autrement dit, vous avez un agent séparé, un agent tout seul, c'est-à-dire une application quelque part. Il faut la doter de capacités d'apprentissage. Donc, on va la doter d'un certain nombre d'algorithmes qui lui permet donc de l'auto-apprentissage et de prendre des décisions toute seule. Donc, c'est-à-dire c'est un agent isolé qu'il faut d'abord, il doit être intelligent. Et après, il y a la partie distribuée. Alors, distribuée, ça veut dire on va modéliser les interactions entre les agents. Donc, c'est-à-dire on va essayer d'aller vers ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire vous avez plusieurs agents distribués, mais après, les agents, ils vont collaborer, ils vont communiquer de façon à ce qu'ils puissent résoudre un problème complexe. C'est comme si vous avez un ensemble de robots qui vont collaborer pour pouvoir résoudre des problématiques assez complexes. Donc, on est dans l'intelligence artificielle distribuée. Et dans l'intelligence artificielle distribuée, donc, on va s'intéresser, si vous voulez, à l'interaction entre les agents, d'une manière générale. Alors, ce qui fait que depuis 1985, ça fait très longtemps, est né le concept des systèmes multi-agents. C'est-à-dire, et le concept des systèmes multi-agents, justement,
il va s'appuyer d'abord sur l'intelligence artificielle et également l'intelligence artificielle distribuée. L'idée, c'est de créer une application. Donc, les systèmes multi-agents, c'est un concept, enfin, c'est un paradigme, si vous voulez, qui consiste à créer une application sous forme d'un ensemble d'agents distribués. Et chaque agent, c'est une entité qui est autonome, qui va évoluer dans un environnement, donc dans un environnement quelconque. Par exemple, si je prends le cas d'un robot, donc il évolue dans son espace, et une application souvent, une application, un agent intelligent, une application, donc son environnement, c'est la machine dans laquelle il va exécuter, il va faire ses traitements. Donc, un agent, donc c'est une entité autonome qui évolue dans un environnement et qui va rentrer en interaction avec les autres agents. Donc, un agent, il doit interagir, il doit comprendre, à communiquer avec les autres agents selon une organisation. C'est-à-dire que dans les applications, pour résoudre des problématiques complexes via les systèmes multi-agents, il faut définir une organisation. Et après, donc, on va organiser les agents selon, bien sûr, des modèles. Par exemple, on peut avoir une organisation hiérarchique, par exemple, qui fait que, par exemple, il y a un agent central qui prend les décisions. On peut avoir c'est-à-dire plutôt une organisation polymorphique, c'est-à-dire parfois on peut travailler en mode hiérarchique, après on peut travailler sous forme de graphe, on peut travailler sous forme de communication, sous forme de matrice 2D ou 3D, donc selon les types de problèmes. C'est-à-dire comment on va s'organiser pour qu'on puisse communiquer facilement pour résoudre des problèmes complexes. Donc, globalement, si vous voulez, l'environnement, l'interaction et l'organisation, c'est ce qu'on appelle les dimensions d'un agent. Donc, c'est les trois dimensions d'un agent. Un agent évolue dans un environnement, rentre en interaction avec d'autres agents et après, donc selon une organisation dans laquelle il évolue. Alors, donc, ça, c'est globalement le concept du système multi-agent. Et après, et depuis très longtemps, on a cherché à modéliser donc des comportements, donc à modéliser donc via des algorithmes, des comportements comme l'apprentissage, donc comme le raisonnement, la perception, la migration des agents, l'interaction, la coordination motrice. Alors tout ça, c'est quelque chose qu'un être humain, c'est-à-dire sait faire d'une manière native, si vous voulez. Et encore donc les capacités de mémorisation, la conscience, l'intention, l'émotion, l'éthique, etc. Donc c'est-à-dire on cherchait tout ce qu'un être humain est capable de faire, on cherche à le modéliser via des algorithmes. Donc, allez, il y a des choses qu'on sait faire actuellement, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire maintenant jusqu'à présent. Donc, ça relève de, c'est-à-dire, on va dire, parfois la recherche, ça prend beaucoup de temps pour arriver, bien sûr, à résoudre tous ces problèmes. Alors, donc, donc, si vous voulez, comme je viens de dire tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui a beaucoup évolué ces derniers temps, notamment grâce aux algorithmes de deep learning, machine et deep learning d'une manière générale. Donc, il y a une évolution importante qui fait qu'aujourd'hui, donc, on peut facilement doter les applications par des fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir une chose, c'est que jusqu'à présent, on est capable de faire de l'intelligence artificielle faible, mais jusqu'à présent, on ne fait pas de l'intelligence artificielle forte. C'est-à-dire, c'est quoi l'intelligence artificielle faible? C'est que un agent, c'est-à-dire une application, quand vous lui apprenez à résoudre un problème donné, tout simplement, il faut entraîner un modèle. Une fois que le modèle est entraîné, ce modèle-là, il ne peut résoudre que le type de problème pour lequel il a été entraîné. Donc, je ne peux pas lui apprendre à résoudre d'autres, c'est-à-dire le même modèle, on ne peut pas lui apprendre à résoudre tous les problèmes, comme par exemple le cas d'un être humain. Donc, si vous voulez, un être humain, donc avec son cerveau, il est capable de résoudre pas mal de problèmes. Donc, ça veut dire son cerveau, il est entraîné, donc il est doté d'une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire donc vous pouvez résoudre des équations, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous protéger contre les incendies, c'est-à-dire vous réagissez, donc votre cerveau, il vous permet de réagir en fonction de, bien sûr, de l'environnement. Alors, pour les applications informatiques, par exemple, si je veux, par exemple, créer des applications de l'intelligence artificielle, quand je crée un agent, et je lui apprends, par exemple, à faire la reconnaissance vocale.
Il y a un autre agent, on va lui apprendre à faire la reconnaissance faciale. Il y a un autre agent, on va lui apprendre plutôt un autre algorithme qui va prendre, par exemple, à faire la prédiction des maladies, encore, par exemple, la prédiction du trafic routier, etc., etc. Donc, mais par contre, je ne peux pas faire tout ça. Tous ces problèmes-là, je ne peux pas les concentrer dans le même modèle. C'est-à-dire, si vous parlez, par exemple, un modèle basé sur les réseaux de neurones, je ne peux pas entraîner un même modèle de réseau de neurones, par exemple, à faire la prédiction du trafic routier et en même temps à faire la prédiction des maladies ou encore à faire, par exemple, c'est-à-dire la reconnaissance vocale ou la reconnaissance faciale. Donc, généralement, ça, c'est parce que ce sont des problèmes qui sont différents. Donc, pour résoudre ce problème-là, ces problèmes, il faut créer un modèle dédié pour la reconnaissance faciale, un modèle pour la reconnaissance vocale, un modèle, etc. Donc, c'est-à-dire, ce sont des modèles qui sont différents. Donc, et ces modèles-là, ils ne peuvent pas interagir, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas échanger d'informations. Donc, c'est-à-dire, donc c'est pour cela qu'on dit que généralement, jusqu'à présent, on sait résoudre des problèmes en utilisant, si vous voulez, l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire, on ne peut pas concentrer c'est-à-dire les problèmes, on ne peut pas concentrer tous les modèles d'apprentissage sur un seul agent, c'est-à-dire sur un seul modèle. Mais par contre, si vous voulez, chaque modèle va se spécialiser dans un type de problème bien déterminé. Et si vous voulez résoudre un autre problème, il faut créer un autre algorithme, et c'est-à-dire il faut entraîner un autre modèle. Alors que, donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller vers l'intelligence artificielle forte. Et bien sûr, l'intelligence artificielle forte, c'est de dire tout simplement, est-ce que je suis capable de créer un seul modèle, une application qui est capable de résoudre tous les problèmes? Bon, ça c'est impossible jusqu'à présent, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Alors, mais par contre, on va exploiter quelque chose, donc c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle, ça veut dire on va doter un agent. Alors, donc, comme je disais, donc, on ne peut pas donc concentrer tous c'est-à-dire c'est-à-dire tous les modèles d'apprentissage sur un seul agent, sur un seul algorithme. Mais par contre, on peut exploiter l'intelligence artificielle distribuée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on crée plusieurs agents, chaque agent va se spécialiser dans la résolution d'un problème particulier. Alors qu'il y a quelque chose qu'on sait faire avec l'intelligence artificielle notamment, c'est le transfert de raisonnement. Donc, c'est-à-dire, bon, un agent qui a appris un certain nombre de choses, il peut toujours transférer son raisonnement, c'est-à-dire son expérience, à un autre agent. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire chez les êtres humains. C'est une manière de dire, par exemple, c'est comme si je vous dis, prêtez-moi, est-ce que tu peux me prêter ton cerveau pour par exemple, l'utiliser pendant un certain temps? Donc, c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que le transfert chez les êtres humains et les êtres vivants, le transfert de la connaissance, c'est un processus qui dure dans le temps. C'est-à-dire, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour transférer l'expérience, pour transférer l'apprentissage. Alors que dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas de problème. C'est qu'un agent qui a appris à résoudre des problèmes, finalement, ça devient un algorithme, ça devient un agent. Et son modèle, une fois qu'il a appris, il peut toujours, le modèle, c'est-à-dire son modèle d'apprentissage, il peut toujours l'échanger avec un autre agent. Bah, donc, si vous voulez, c'est comme dire un agent peut prêter son cerveau à un autre agent pour l'utiliser pour résoudre un problème donné. Mais ça reste dans ce cas-là, un agent, finalement, il dispose de plusieurs modèles entraînés. Et après, par la suite, donc, il faut programmer l'agent de façon à ce qu'il puisse savoir quel est le modèle qu'il va utiliser en fonction de la situation. Dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle des systèmes d'apprentissage polymorphiques, c'est-à-dire en fonction de la situation, si je suis dans un contexte particulier, je vais utiliser ce modèle. Et si je suis dans un autre modèle, dans un autre contexte, je vais utiliser l'autre modèle. Donc, c'est-à-dire dans ce cas-là, on peut doter l'agent de plusieurs modèles d'apprentissage, mais par contre, ces modèles, ça reste toujours séparé. C'est-à-dire, c'est pas le même cerveau, si vous voulez. C'est comme si vous lui donnez plusieurs cerveaux et après vous lui dites, maintenant, tu peux travailler avec ce cerveau-là et après, tu vas utiliser un autre cerveau, etc. Donc voilà. Alors ça, c'est globalement ce qu'il faut dire dans ce slide. C'est que d'une manière générale, en fait, l'intelligence artificielle, d'une manière générale, c'est un concept c'est une discipline qui est très ancienne, qui a commencé depuis très longtemps. Et après, il y a l'intelligence artificielle distribuée. Et après, il y a le concept des systèmes multi-agents.
Et également, donc, on va essayer donc de voir maintenant un peu quelques détails sur tout cela. Alors, si on s'intéresse, si vous voulez, à l'intelligence artificielle, donc c'est une discipline qui est trop large, dans laquelle vous avez plusieurs concepts théoriques. Il existe plusieurs méthodes, euh, plusieurs types d'algorithmes, plusieurs techniques qui sont utilisées pour apprendre aux agents c'est-à-dire à devenir autonomes et à prendre des décisions. Et dans l'intelligence artificielle, il y a une partie, on va dire, il y a une partie de l'intelligence artificielle donc, qui s'appelle machine learning, l'apprentissage automatique. Alors, en fait, machine learning, donc c'est une discipline, c'est une partie de l'intelligence artificielle, c'est un champ d'application de l'intelligence artificielle qui consiste à utiliser un ensemble d'algorithmes, donc un ensemble d'algorithmes qui permettent d'apprendre, c'est-à-dire d'entraîner des modèles en vue de prendre des décisions. Alors en fait, il existe plusieurs algorithmes qui ont été créés depuis très longtemps. Je crois que vous aurez l'occasion donc de travailler avec tous ces algorithmes-là. Donc quelques-uns cette année, mais il y en a d'autres que vous allez travailler, avec lesquels vous allez travailler l'année prochaine. Donc on peut parler par exemple les algorithmes SVM, Random Forest, Camis, la régression linéaire, Q-learning. Il y a également les réseaux de neurones. Donc globalement, il existe plusieurs algorithmes qu'on peut utiliser aujourd'hui pour faire de l'intelligence artificielle en utilisant les techniques de machine learning. Mais après, donc, si vous cherchez tous ces algorithmes-là, donc, on peut dire, donc, vous voyez, donc, les réseaux de neurones, c'est l'un des algorithmes. C'est l'un des algorithmes de machine learning. Si vous voulez, donc, c'est l'un des, donc, les réseaux de neurones, donc, c'est l'un des algorithmes, on va dire, du champ de machine learning. Mais aujourd'hui, c'est l'un des algorithmes les plus importants. C'est vrai qu'à l'époque, les réseaux de neurones étaient carrément, c'est-à-dire ils étaient un peu connus par leurs inconvénients qui étaient, ça demande beaucoup de temps pour l'apprentissage, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des ordinateurs qui sont relativement assez rapides. Donc, ce qui fait que pour faire de l'apprentissage avec les réseaux de neurones, bon, à l'époque, il faudrait entraîner l'ordinateur à fonctionner pendant des heures et des heures et des heures, parfois des jours, pour pouvoir entraîner un modèle avec des données. Mais les choses ont beaucoup évolué, notamment avec l'évolution des capacités de calcul. Notamment, aujourd'hui, on a des ordinateurs qui sont beaucoup plus rapides. Et grâce justement aux systèmes parallèles, notamment aux architectures parallèles, notamment comme les GPU. Donc, c'est des cartes qui permettent qui sont dotées de, de milliers de petits microprocesseurs qui sont capables de faire des calculs massifs. Donc, avec ces cartes GPU qu'on peut intégrer dans les ordinateurs, aujourd'hui, donc, on peut faire des calculs matriciels, c'est-à-dire les calculs de l'algèbre linéaire d'une manière générale. On peut les faire d'une manière assez rapide grâce à des cartes graphiques comme par exemple les GPU. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça. Donc, justement, grâce aux accélérateurs matériels, grâce aux machines qui deviennent plus rapides, ben, tout simplement, les réseaux de neurones sont maintenant renés depuis d'ailleurs 2012 que on commence à les utiliser beaucoup parce qu'ils donnent, si vous voulez, ils donnent des résultats qui sont, on va dire, impressionnants parce qu'il se trouve que les réseaux de neurones, c'est à peu près le modèle qui est inspiré c'est-à-dire du cerveau humain et notamment et le cas par exemple des cerveaux du cerveau animal. Donc, ce qui fait que donc aujourd'hui donc c'est beaucoup de problèmes sont résolus en utilisant donc des algorithmes qui sont basés sur les réseaux de neurones artificiels. Donc, bien sûr, vous aurez l'occasion de travailler avec donc ces modèles. Donc, globalement, machine learning, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Donc, dans machine learning, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont utilisés. Et parmi les algorithmes, il y a les réseaux de neurones. Et après, si vous cherchez à faire une classification, alors vous pouvez dire que dans les algorithmes de machine learning, en fait, on va dire, il y a 4 types d'apprentissage, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, il y a des algorithmes qui sont basés sur le principe de l'apprentissage supervisé. Alors, en fait, l'apprentissage supervisé, c'est un type d'apprentissage qui consiste à entraîner les modèles en utilisant
donc un dataset, donc un ensemble de données qui sont étiquetées. Donc, c'est-à-dire, on va prendre, à travers des expériences un ensemble de mesures, un ensemble de données pour lesquelles on connaît les inputs et les outputs. Alors, par exemple, si vous êtes en train d'entraîner un modèle pour faire, par exemple, faire la prédiction, par exemple, d'une maladie, par exemple. Par exemple, vous voulez savoir est-ce que le patient, par exemple, est-ce qu'il possède des indices de diabète ou non? Ben, tout simplement, pour faire de l'apprentissage supervisé, ben, il vous faut des données de milliers de patients. C'est-à-dire, vous prenez des patients, il faut leur prélever les inputs, par exemple l'âge, le poids, les antécédents, est-ce qu'ils fument ou pas, est-ce que par exemple, est-ce qu'il y a des antécédents, c'est-à-dire dans le diabète dans la famille, est-ce que la couleur de la peau, bref, donc c'est-à-dire on va prendre, c'est comme si chaque patient, vous voulez poser des questions, l'âge et il va vous donner beaucoup d'informations, beaucoup de paramètres d'entrée. Et après, une fois que vous avez toutes ces données-là, vous lui faites les analyses et après vous trouvez s'il est diabétique ou pas. Alors, s'il est diabétique, pour vous, donc le output, c'est oui, il est diabétique, il est diabète à un degré tel. Donc, et après, vous prenez le deuxième patient, la même chose. Est-ce que le deuxième patient, le troisième, etc. Et quand vous avez tous ces exemples de données, notamment, vous avez ce qu'on appelle un dataset. Donc, vous avez un dataset pour lequel vous connaissez les inputs et les outputs. Et après, ce que vous allez faire, c'est qu'avec ce dataset-là, si vous voulez, c'est comme si vous cherchez quelle est la formule mathématique qui va lier les entrées et les sorties. Alors, pour le faire, donc, chaque algorithme, tous les algorithmes de machine learning offrent des techniques qui permettent justement de trouver, soi-disant, quelle est la relation qui lie les entrées et les sorties. De façon à ce que, par exemple, si je prends le cas des réseaux de neurones, parce que c'est un cas très, très, très courant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on va créer un modèle basé sur les réseaux de neurones, et après, on va lui donner, par exemple, pour chaque exemple, on va lui dire, voilà, pour cet exemple-là, il est diabétique. Cet exemple-là, il n'est pas diabétique. Cet exemple-là, oui, non, non, etc. Alors, quand vous lui donnez donc toutes ces données-là, il va tout simplement, il va apprendre, il va tout simplement ajuster les paramètres de l'algorithme, notamment c'est les poids, c'est-à-dire les poids des connexions entre les neurones. Donc, il va essayer de les ajuster de façon à ce que, à un moment donné, quand vous lui montrez des milliers d'exemples comme ça, et après, à un moment donné, il est capable de savoir quelle est la relation entre les entrées et les sorties. Mais après, si vous lui donnez une fois qu'il aurait, une fois que, une fois que vous aurez fini, c'est-à-dire cette opération d'apprentissage, vous allez passer à la prédiction. Alors, la prédiction, c'est-à-dire vous lui donnez un exemple, un cas de données qu'il n'a jamais vu, et après, il vous dit tout simplement, il fait la prédiction. Il vous dit, ça, il devrait être diabétique. Celui-là, non, etc. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'il aurait appris, donc, il permet donc de faire de l'apprentissage. Alors, en fait, l'apprentissage supervisé, c'est comme si, par exemple, pour apprendre un cours, pour apprendre, par exemple, à résoudre des problèmes, par exemple, en mathématiques, c'est comme si je vous donne des exercices avec solution. C'est-à-dire, pour apprendre à résoudre un problème mathématique, je vous donne un premier exercice. Voilà l'exercice 1, voilà sa solution. Exercice 2, voilà sa solution. Exercice 3, voilà. Je vais vous donner une vingtaine d'exercices avec solution. Et quand vous regardez l'exercice et la solution, pour les 20 exemples, vous allez commencer soi-disant, à constituer un raisonnement qui vous permet de trouver, soi-disant, quelle est la formule ou bien quelle est la démarche qu'il faut suivre pour résoudre un problème similaire. Et une fois que vous aurez fait une synthèse de l'ensemble de ces exercices avec solution, après, par la suite, c'est que vous avez appris. Et après, quand je vous donne un autre exercice que vous n'avez jamais vu, vous êtes capable de le résoudre, tout simplement, parce que vous avez déjà appris à travers des exemples. Donc, globalement, l'apprentissage supervisé, c'est l'apprentissage par les exemples de données, par les datasets. Donc, nous avons un dataset pour lequel on connaît des entrées et des sorties. On va le donner au modèle.
le modèle, on va l'entraîner de façon à ce qu'il puisse trouver la corrélation et la relation qui existe entre les entrées et les sorties. Donc, une fois qu'il sait paramétrer, qu'il trouve cette relation qui existe entre les entrées et les sorties, vous pouvez dire que le modèle a appris, et après, par la suite, une fois qu'il a appris il a fait l'apprentissage, tout simplement, il peut faire la prédiction. C'est-à-dire, à un moment donné, on va lui faire confiance. On va lui dire tout simplement, si je lui donne, par exemple, une photo en entrée, ben, il va me dire à la fin, ça c'est un chien. Si je lui donne une photo, il va me dire c'est une voiture. Parce que tout simplement, préalablement, je lui ai déjà montré des milliers d'exemples avec le output qui est assez connu. Alors ça, c'est pour faire l'apprentissage supervisé. Donc, il existe plusieurs algorithmes qui sont utilisés. Et parmi les algorithmes, justement, les réseaux de neurones. Donc, vous voyez, donc, quand vous utilisez les réseaux de neurones, vous êtes dans le domaine de l'apprentissage supervisé, supervised learning. Alors, après, au lieu de l'apprentissage supervisé, il y a également ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Alors, comme par exemple l'algorithme Camise, en fait, l'apprentissage non supervisé, donc c'est un apprentissage qui se base sur ce qu'on appelle la classification ou bien le clustering. Autrement dit, c'est comme si vous avez un ensemble de données pour lesquelles vous ne connaissez pas les outputs. Et après, l'algorithme, il va chercher à classifier, c'est-à-dire à classifier ou bien à créer des clusters, à classifier ces données-là selon ce qu'on appelle des mesures de similarité. Alors, c'est comme si, par exemple, je vous donne, par exemple, c'est comme si vous avez, par exemple, comme un cultivateur, quand, par exemple, par exemple, quand il récolte, par exemple, les fruits, par exemple, et à un moment donné, quand il a les fruits, et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les classifier. Les classifier, ça veut dire quoi? Ben, ce groupe-là, donc NAD, c'est par exemple, c'est-à-dire c'est des dates qui sont dans un état, par exemple, bon état, un état moyen, un état médiocre, un état, etc. Donc, c'est-à-dire, selon les mesures de similarité, l'algorithme, il va chercher à créer ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire de séparer, c'est-à-dire les individus ou bien les exemples en clusters, on va les grouper en clusters. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'apprentissage non supervisé. Non supervisé, ça veut dire quoi? Je ne connais pas les outputs. J'ai des données, je ne connais pas les outputs. Et après, donc, l'algorithme, lui, il va permettre, en fonction des exemples et des mesures de similarité, donc, il va faire ces clusters. Alors, c'est comme si vous prenez, par exemple, un ensemble d'enfants et après, vous dites, je vais les classifier selon, par exemple, leur taille. Et après, rapidement, vous passez. Donc, je vais créer 5 groupes. Ça, c'est un groupe des juniors, un groupe des seniors, un groupe etc. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il y a des algorithmes qui permettent de faire ce genre de choses. Et parmi les algorithmes, justement, on peut citer par exemple le cas de Camille, c'est assez connu. Donc, c'est l'un des algorithmes qui sont très utilisés dans ce domaine. Bon, après, il y a également l'apprentissage, si vous voulez, semi-supervisé. Semi-supervisé, c'est-à-dire, on va utiliser les deux soi-disant. Donc, semi-supervisé, ça veut dire, vous avez vous avez un ensemble de données. Il y a des exemples pour lesquels vous connaissez les outputs, c'est-à-dire les sorties, c'est-à-dire des données étiquetées. Et après, vous avez des données qui ne sont pas étiquetées, c'est-à-dire des données pour lesquelles vous ne connaissez pas le output. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait généralement? Ben, on va utiliser les données qui sont étiquetées. On va utiliser les données étiquetées donc, pour lesquelles on connaît le output pour entraîner le modèle. Une fois qu'on entraîne le modèle, on va lui donner les données qui ne sont pas étiquetées, c'est-à-dire les données qui n'ont pas d'output, on va lui donner les données qui ne sont pas étiquetées. Comme ça, il va faire la prédiction des outputs. Et à la fin, je retrouve un dataset avec des données, toutes les données sont étiquetées. Et après, je vais entraîner à nouveau le modèle, c'est-à-dire je vais prendre l'ensemble des données, cette fois-ci pour lesquelles je procède les inputs et les outputs, j'entraîne le modèle, et après j'ai quelque chose auquel je peux faire confiance. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage semi-supervisé. Donc on va combiner entre l'apprentissage supervisé et non supervisé. Alors ça, si vous voulez, c'est l'apprentissage par les exemples de données. C'est l'apprentissage basé sur les exemples de données. Et après, il y a un autre type d'apprentissage qui nous intéresse dans les systèmes multi-agents, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors, en fait, l'apprentissage par renforcement, c'est en quelque sorte
l'idée c'est quoi? C'est l'apprentissage par l'expérience et non pas par les exemples. C'est comme si par exemple vous avez un agent, vous voulez par exemple qu'il a pris, prenez un agent par exemple, vous le mettez dans, dans une pièce, dans un immeuble par exemple, et après vous lui dites, voilà, tu essayes de, c'est comme si vous prenez quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas par exemple, vous le posez quelque part dans une maison et vous lui dites, voilà, essaye de sortir de la maison. Alors, pour sortir de la maison, alors, il va se baser sur son expérience. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer donc d'agir sur l'environnement, c'est-à-dire il va commencer à tâtonner, il va commencer à gauche, à droite, il va revenir, et donc il va passer beaucoup de temps à tâtonner jusqu'à ce qu'il puisse trouver. Donc, à chaque fois qu'il agit sur l'environnement, il reçoit une récompense. Une récompense parce que parfois vous faites une action et l'environnement va vous donner une récompense. Par exemple, parfois vous pouvez faire une action et vous dites ça, par exemple, euh, qui vous donne par exemple une récompense négative, c'est-à-dire par exemple vous avez pris un chemin et vous vous êtes rendu compte qu'il y a un obstacle et après vous avez changé, vous avez pris ce chemin-là, vous voyez que a priori il n'y a pas de problème. Donc chaque action que je fais, je reçois une récompense. Donc avec ce système de récompense, je commence à construire ce qu'on appelle une table d'apprentissage. C'est-à-dire on commence à raisonner. Et si cette personne-là va chercher à tâtonner jusqu'à ce qu'il trouve la sortie, une fois qu'il trouve la sortie, il va encore revenir, on va le poser dans un autre endroit, on va lui dire tu refais la même chose. Il va encore chercher, chercher, chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Une fois qu'il trouve, on va encore le poser quelque part à la maison. On va lui dire tu fais la même chose. Il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve la sortie. Alors quand il aurait fait ça des centaines de fois, c'est qu'à un moment donné, il aurait appris. Il aurait appris, si vous le posez n'importe où à la maison, il ne va pas prendre beaucoup de temps, il va rapidement sortir, il va trouver le chemin optimal. Donc c'est quoi ça? C'est pas de l'apprentissage supervisé, c'est de l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire, c'est l'apprentissage par l'expérience et non pas par les exemples. Alors, en quelque sorte, si vous voulez, vous pouvez dire que dans le domaine de l'apprentissage, il y a deux types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage supervisé, c'est apprendre avec les exemples de données, et l'apprentissage par renforcement, c'est apprendre par les expériences. Alors, donc, c'est comme un enfant. Un enfant, vous savez, un enfant, quand il apprend, l'enfant, il apprend par renforcement, sinon pas avec supervisé. Parce un petit enfant, il comprend, si vous lui, il peut pas apprendre à travers des exemples de données parce qu'il ne comprend pas ce que vous lui dites. Mais par contre, un enfant, dès le départ, il commence à tâtonner. Bah, il essaye de marcher à gauche, à droite, il tombe. Et quand il tombe, bah, tout simplement, il a une récompense, il se fait mal. Il essaye de faire à gauche, à droite, il tombe encore. Donc, au fur et à mesure qu'il fait des choses, bah, tout simplement, il apprend. Mais une fois qu'il a fait beaucoup d'expérience, à un moment donné, il apprend tout simplement à faire des choses correctement. Bah, c'est à peu près la même chose. Alors, généralement, dans les systèmes multi-agents, d'une manière générale, nous allons voir souvent qu'on va utiliser les deux types d'apprentissage. D'un côté, l'apprentissage supervisé parce que nous avons besoin de nous baser sur des exemples de données quand on a un dataset qui est très riche et qui est très intéressant. Donc, on peut l'utiliser pour entraîner des modèles comme les modèles de réseau de neurones, par exemple, pour apprendre à reconnaître, par exemple, les images, les photos, les objets, notamment. Ça, on en aura besoin très souvent pour faire la reconnaissance d'images, la reconnaissance de photos, la reconnaissance d'objets, des formes, etc. En utilisant des algorithmes de deep learning. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Et après, donc, on aura également besoin d'utiliser donc des algorithmes par renforcement. Exemple, Q-learning. Alors, Q-learning, c'est un algorithme qui est très connu et qu'on peut utiliser pour faire de l'apprentissage par renforcement. Alors, pour faire l'apprentissage par renforcement, donc si vous voulez, c'est apprendre tout simplement aux agents d'apprendre via des expériences. Par exemple, bien sûr, pour apprendre avec des expériences, donc l'algorithme il va tourner plusieurs fois, avec plusieurs itérations.
il va tâtonner à faire n'importe quoi, soi-disant, jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Et il reprend, il refait la même chose plusieurs fois jusqu'à ce que, à un moment donné, donc, il apprend à résoudre de tels problèmes. Alors, globalement, en résumé, donc, l'apprentissage par renforcement consiste à permettre à un agent d'agir sur un environnement. Une fois qu'il agit sur l'environnement, il reçoit une récompense. Et quand il reçoit une récompense, il va se situer dans un autre, dans un état, c'est-à-dire il passe d'un état à l'autre. Alors ça, c'est un peu l'idée principale. Alors, donc, comme je disais, donc, parmi les algorithmes de machine learning, donc, vous trouverez donc, il y a les réseaux de neurones. Alors maintenant, quand vous êtes dans les réseaux de neurones, vous pouvez faire ce qu'on appelle du machine learning. Alors, quand vous avez le nombre de input, de données en entrée, n'est pas très important. Bon, les réseaux de neurones, globalement, ça, vous êtes dans la logique de machine learning. Généralement, c'est des problèmes que vous pouvez résoudre soit avec d'autres méthodes comme SVM, Random Forest, la régression linéaire et tout ça, donc, ou bien la régression logistique. Tout ça, c'est des algorithmes que vous pouvez utiliser. Quand vous avez le nombre de inputs, le nombre de données en entrée n'est pas très importante, alors souvent, vous allez voir qu'avec les réseaux de neurones, une seule couche de neurones peut suffire pour résoudre le problème. Mais quand il s'agit de quand vous avez par exemple le cas de l'apprentissage, par exemple si vous prenez le cas des images, alors une image par exemple de 500 x 400 pixels, c'est-à-dire de 100 000 pixels. Alors pour faire l'apprentissage, donc l'image en input, c'est combien d'entrées, c'est chaque pixel c'est une entrée. C'est-à-dire c'est comme si vous avez un modèle avec 200 000 entrées input. Alors quand vous avez le nombre d'entrées est très important, généralement pour trouver la relation qui existe entre les entrées et les sorties, ben, une seule couche de neurones généralement n'est pas suffisante. Donc il faudrait ajouter un ensemble de couches. C'est-à-dire il faut ajouter un ensemble de couches de neurones qui sont interconnectées entre elles, de façon à ce que l'on puisse arriver à détecter, si vous voulez, les motifs ou bien les informations pertinentes qui se trouvent dans l'image. Alors, quand on est dans ce genre de logique, quand on est dans des modèles de réseaux de neurones dans lesquels on va avoir plusieurs couches et pour lesquelles on a des entrées qui sont importantes, le nombre d'entrées importantes, alors, dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle deep learning. Alors, en fait, deep learning, c'est une partie de machine. Deep learning, ça fait partie de machine learning, mais deep learning, on est plutôt souvent dans les réseaux de neurones. Alors, quoi qu'il y a d'autres il y a d'autres techniques avec lesquelles on peut faire du deep learning, mais dans la majorité des cas, donc quand vous parlez de deep learning, on est plus dans les réseaux de neurones. Donc le deep learning, c'est quoi? C'est tout simplement c'est les algorithmes d'apprentissage supervisé qui utilisent des algorithmes comme les réseaux de neurones et pour lesquels le modèle est constitué d'un ensemble de couches profondes, c'est-à-dire un réseau profond, un ensemble de couches qui sont nombreuses. Et généralement, les algorithmes, plutôt les modèles de deep learning, ils sont utilisés pour des problèmes pour lesquels le nombre d'entrées est très important, notamment pour la reconnaissance d'objets, la reconnaissance d'images, la reconnaissance c'est-à-dire de signal, la reconnaissance de vocal, etc. Donc, globalement, tout ce qui concerne l'image, l'audio, souvent, et le signal d'une manière générale. Donc, souvent, on utilise deep learning parce qu'il y a beaucoup de données en entrée. Et après, il y a des algorithmes qui ont été développés donc, dans le domaine du deep learning que vous aurez l'occasion de voir également dans le cours de l'intelligence artificielle. Notamment, il y a les réseaux de neurones convolutionnels comme CNN. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que j'aurai l'occasion de revenir sur cette partie-là, il y a également les réseaux de neurones récurrents, Recurrent Neural Network, alors qui sont utilisés quand vous avez des problèmes là où il y a des séquences temporelles. Par exemple, si vous voulez faire la reconnaissance audio, ou bien la reconnaissance vocale, ou bien la reconnaissance d'un signal, ben, tout simplement pour faire la reconnaissance vocale, il y a les séquences temporelles, parce qu'il y a le temps. Si vous voulez reconnaître la voix de quelqu'un, vous ne pouvez pas le reconnaître, il faut l'entendre pendant une séquence de temps. C'est cette séquence de temps-là qui va vous permettre de dire ah, je te reconnais. Donc, il y a la notion de temps qui s'introduit. Alors, généralement, quand on est dans
les problèmes où il y a les séquences temporelles, généralement, on utilise des réseaux de neurones RNN. Mais par contre, pour tout ce qui est les images, la reconnaissance d'images et de visages, d'objets, etc., on utilise des algorithmes comme CNN, c'est-à-dire les réseaux de neurones à convolution. Et après, donc, dans la littérature, dans les problèmes, dans la majorité des cas, parfois, il faut combiner entre deep learning et l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire, on fait les deux pour résoudre des problèmes. Alors, dans ce cas-là, quand vous combinez deep learning et l'apprentissage par renforcement, donc vous avez ce qu'on appelle deep reinforcement learning. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous utilisez deep learning, c'est pour faire la reconnaissance de photos, par exemple, ou bien de vocales, ou vous reconnaissez un signal. Mais pour prendre la décision, vous utilisez un algorithme par renforcement, comme par exemple Key-learning. Donc, c'est-à-dire si vous utilisez CNN plus Key-learning pour résoudre un problème donné, et bien tout simplement, vous faites ce qu'on appelle Deep Reinforcement Learning. Bon, un exemple typiquement qui marche bien, c'est le cas de la voiture, on va dire la voiture autonome. Alors, vous savez que la voiture autonome, bah, c'est une voiture qui peut conduire toute seule, c'est-à-dire qui peut euh, c'est-à-dire circuler toute seule. Et ben, la voiture autonome, elle utilise ce mécanisme. Alors, donc, comme je disais, donc, l'exemple typique de Deep Reinforcement Learning, l'exemple typique de Deep Reinforcement Learning, c'est la voiture autonome. Alors, pour la voiture autonome, on a besoin d'utiliser Deep Learning. Pourquoi? Parce que la voiture, elle est équipée des caméras, des lidars. En fait, avec les caméras, on arrive à reconnaître l'environnement parce qu'on a besoin de faire la reconnaissance d'image pour savoir est-ce qu'il y a des obstacles, s'il y a un obstacle, à quelle distance, etc. Donc ça, c'est quoi? Généralement, c'est des algorithmes CNN qui permettent de détecter l'état des véhicules. Alors son état, en fait c'est des caméras qui permettent de lui donner donc dans quel état il est. Et après, par la suite, maintenant, il faudrait que la voiture puisse agir. Donc, il doit agir, c'est-à-dire quoi? Il doit tourner soit à gauche, à droite, il doit accélérer, freiner, ou bien décélérer pour éviter les obstacles. Donc, dans ce cas-là, c'est Key-learning, c'est l'apprentissage par renforcement qui fait ça. C'est-à-dire, finalement, c'est l'algorithme Key-learning qui va décider est-ce qu'il va accélérer, c'est-à-dire quelle est l'action à prendre, quelle est l'action optimale qu'il faut prendre pour éviter, par exemple, les problèmes. Donc, c'est-à-dire, finalement, c'est qui conduit dans une voiture autonome? C'est Key-learning, n'est-ce pas? C'est l'apprentissage par renforcement qui conduit. C'est lui qui décide est-ce qu'il va tourner à gauche, de combien, à droite. C'est lui qui va décider est-ce qu'il va accélérer, est-ce qu'il va décélérer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire. Mais par contre, pour qu'il puisse prendre la décision, il faut connaître l'état de la voiture. C'est-à-dire il faut connaître dans quel état le véhicule est. Et pour savoir dans quel état le véhicule est, donc nous avons besoin des caméras. C'est-à-dire nous avons besoin de faire du deep learning parce que c'est deep learning qui va permettre de capter l'environnement où évolue de capter l'environnement où évolue le, le véhicule de façon à ce que l'algorithme d'apprentissage par renforcement puisse prendre les bonnes décisions. Donc voilà, alors ça c'est juste en quelque sorte quelques concepts de base. Alors j'aurai l'occasion par la suite de revenir en détail, notamment avec comment mettre en place des modèles de deep learning, notamment avec des frameworks comme Deep Learning 4J. Donc on va utiliser donc un framework qui est lié au langage Java parce qu'en fait, on va voir qu'on va faire les systèmes multi-agents, on va programmer des agents avec un middleware qui s'appelle Jet, qui est un middleware qui est basé sur Java. Et du coup, donc, on va utiliser le même langage pour faire du machine et deep learning. Donc, et on aura également l'occasion de voir comment implémenter des algorithmes comme Q-learning. Donc, tout ça, on va le faire, mais après avoir fait le cours sur d'abord les systèmes multi-agents. On va comprendre d'abord comment mettre en place, c'est-à-dire des modèles multi-agents, comment créer des agents, comment faire interagir les agents. Et après, par la suite, on va voir l'apprentissage, c'est-à-dire ces agents, pour les doter de capacités d'apprentissage,
on va voir quels sont les algorithmes qu'il faut utiliser, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir mettre en œuvre, donc, c'est-à-dire mettre en œuvre l'intelligence artificielle distribuée. Donc, en résumé, donc, pour cette première partie, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui cherche à doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles qui sont comparables à celles des êtres humains. Et c'est quoi l'intelligence artificielle distribuée? Ça inclut deux choses. D'abord, il y a l'intelligence artificielle qui s'intéresse à modéliser le savoir des agents et le comportement, c'est-à-dire des agents isolés. Et après, il y a l'aspect distribué qui s'intéresse aux interactions, c'est-à-dire comment faire interagir plusieurs agents, comment faire communiquer plusieurs agents pour résoudre des problèmes, c'est-à-dire on est dans l'intelligence artificielle distribuée. Et après, les systèmes multi-agents, justement, c'est un paradigme de programmation, de modélisation qui permet de résoudre des problèmes complexes, qui est basé sur l'intelligence artificielle distribuée. Donc, il y a le mécanisme des agents autonomes. Du coup, donc, un agent, c'est quoi? Donc, un système multi-agent, c'est une application qui se compose d'un ensemble d'agents. Chaque agent, c'est une entité autonome qui peut apprendre à prendre des décisions tout seul, mais qui évolue dans un environnement et qui rentre en interaction avec d'autres agents selon une organisation. Donc, c'est ce qu'on appelle les dimensions d'un agent. Et après, donc, nous avons également parlé dans les systèmes multi-agents, l'un des avantages, c'est le transfert de raisonnement. En fait, un agent qui a appris à faire des choses, qui a entraîné un modèle, ben, une fois qu'un modèle il est entraîné, ce modèle-là, il peut être transféré facilement vers un autre agent. Bon, il dit que donc les agents, ils peuvent échanger leur cerveau, si vous voulez. Donc, ils peuvent échanger donc leur modèle d'apprentissage, qui fait que l'intelligence artificielle distribuée va permettre de résoudre des problèmes assez complexes. Et après, nous avons dit que dans l'intelligence artificielle, donc c'est une discipline qui est très large, dans l'intelligence artificielle, il y a une partie de l'intelligence artificielle, uniquement une partie, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle, qui est le machine learning. Bien, alors donc, comme je disais, donc j'étais en train de parler donc voilà, dans l'intelligence artificielle, donc il y a machine learning. Dans machine learning, donc il y a des algorithmes d'apprentissage que nous avons classifiés en 4 catégories: l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage par renforcement. Et donc l'apprentissage supervisé, c'est de l'apprentissage avec les exemples de données, notamment avec des datasets pour lesquels on connaît les entrées et les sorties. L'apprentissage semi-supervisé, donc plutôt non supervisé, généralement c'est de l'apprentissage sur des données. Généralement c'est des algorithmes de clustering, c'est-à-dire de classification selon des mesures de similarité, donc sur des données qui ne sont pas étiquetées. Et après donc semi-supervisé, donc dans lesquels on a des données. Il y a une partie avec des outputs, c'est-à-dire il y a une partie pour lesquelles on ne connaît pas les sorties. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on utilise les données pour lesquelles on connaît les sorties, on entraîne le modèle. Une fois qu'il est entraîné, on lui donne les données pour lesquelles on ne connaît pas la sortie, ce qui permet de déterminer les sorties. Et après, on prend l'ensemble des données du dataset et après, on fait de l'apprentissage supervisé. Et après, donc, il y a l'apprentissage par renforcement qui est basé sur l'apprentissage par l'expérience. C'est-à-dire, un agent évolue dans un environnement. Quand il agit dans la phase d'apprentissage, l'agent donc il évolue dans l'environnement et il reçoit une récompense et cette récompense-là permet de le placer dans un autre état. Et et dans la phase d'apprentissage, on fait ce qu'on appelle l'exploration. Donc l'agent il explore l'environnement pour apprendre les différentes possibilités qui existent. Et après, par la suite, une fois qu'il aurait appris, on passe vers ce qu'on appelle la phase de l'exploitation. L'exploitation, c'est-à-dire que l'agent, une fois qu'il aurait appris, vous le mettez quelque part et après, il va prendre la décision tout seul. Il trouve, bien sûr, il prend la décision optimale. Alors, dans les réseaux de neurones, donc plutôt dans l'apprentissage machine learning, on peut faire également deep learning. Donc, deep learning, c'est une partie de machine learning.
qui consiste généralement à utiliser souvent les réseaux de neurones multicouches dans lesquels on a plusieurs couches dans le modèle. Ce qu'on appelle, c'est des modèles profonds, c'est-à-dire il y a beaucoup de couches empilées. Et donc, pour faire de l'apprentissage, donc généralement, le deep learning il est utilisé quand on a des données, c'est-à-dire des données généralement qui sont le nombre d'entrées est très important, comme par exemple le cas des images, là où on a beaucoup de pixels qu'il faut donner au modèle. Également, c'est le cas des vidéos, le cas le signal, l'audio, etc. Et après, donc, on peut combiner. Donc, dans des applications, on peut utiliser donc les deux. C'est-à-dire, on utilise Deep Learning et Reinforcement Learning. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Deep Reinforcement Learning. Donc, on utilise Deep Learning c'est pour ce qu'on appelle faire l'abstraction d'état. C'est-à-dire, avec des caméras, par exemple, on peut reconnaître l'environnement pour savoir dans quel état l'agent se trouve. Et après, par la suite, avec le Reinforcement Learning, comme un algorithme comme Key-Learning, lui, à partir d'un état, une fois qu'on est dans un état, il va prendre la décision optimale. Donc, c'est-à-dire, il va, prendre, commander le système d'une manière générale. Bon, ça, c'est juste quelques concepts. Un petit rappel, un petit résumé. Alors, donc, les systèmes multi-agents. Alors, si on parle des systèmes multi-agents, donc, on peut dire qu'un agent, bon, un agent, c'est quoi? Un agent, c'est une entité qui agit d'une façon autonome. Donc, c'est un agent logiciel qui est autonome. Il est programmé pour atteindre des objectifs bien précis auxquels il a été conçu. Également, un agent peut communiquer avec d'autres agents via un système de communication. Donc, il est doté d'un ensemble c'est-à-dire de capacités semblables à celles d'un agent, plutôt des êtres vivants, comme des êtres humains. Donc, un agent peut être soit un processus, c'est-à-dire une application informatique, ça peut être déployé dans un robot, ça peut être un être humain. Globalement, dans les systèmes multi-agents, souvent, on va utiliser un ensemble d'agents. Il y a des robots, il y a des processus, il y a des applications, il y a des êtres humains également. Alors, tous ces agents-là, ils vont collaborer de façon à ce qu'ils puissent résoudre un problème donné. Donc, ça, c'est la définition d'un agent. Et après, un système multi-agent, c'est quoi? C'est un système distribué qui se compose d'un ensemble d'agents. Chaque agent est situé dans un environnement et interagit avec d'autres agents qui rentrent en interaction avec d'autres agents selon une organisation. Ça, c'est ce qu'on appelle les trois dimensions d'un agent. Et après, quand on parle organisation, donc on peut parler de plusieurs types d'organisation. On peut, par exemple, dans des problèmes, utiliser une organisation hiérarchique ou encore un autre type d'organisation matricielle, multidimension, graphique, sous forme de graphe. Donc, on peut organiser la communication des agents selon une organisation. Donc, un système multi-agent permet de résoudre des problèmes complexes en exploitant le concept de l'intelligence artificielle distribuée, c'est-à-dire l'intelligence collective. Comment faire fédérer, comment faire communiquer les agents pour pouvoir résoudre un problème complexe. Donc, c'est bien ça l'objectif de l'intelligence, plutôt des systèmes multi-agents. Alors, en fait, dans les concepts fondamentaux des agents, donc on peut dire qu'un agent se compose, si vous voulez, de deux parties. Il y a ce qu'on appelle la partie body. Alors, body, c'est le corps. C'est le corps, donc, comme un être humain. Il y a le body, le corps. Et après, il y a le cerveau, mind. Donc, body plus mind. Alors, donc, le body, il donne ce qu'on appelle une dimension physicaliste du problème, parce qu'un agent doit être situé. Il doit être situé. Ça peut être un agent logiciel. Dans ce cas-là, le body, c'est quoi? C'est du code. Ça peut être un robot, ça peut être, donc, il est déployé dans un système embarqué ou quelque chose comme ça. Donc, un agent, il est donc situé, autonome, il est situé dans un environnement ouvert. Donc, c'est-à-dire que l'agent, ici, il est situé, donc, il persiste, c'est-à-dire il cherche toujours, c'est-à-dire il a des objectifs à atteindre, c'est-à-dire tant qu'il dispose tant qu'il a les ressources nécessaires, par exemple, il a l'énergie, tant qu'il a toutes les ressources nécessaires, il va chercher à atteindre les objectifs. Mais également, donc, un agent, il y a la notion de mobilité, ce qu'on appelle la migration. C'est-à-dire qu'un agent,
il peut se déplacer dans l'environnement. Il peut migrer d'un environnement vers un autre environnement. Alors, les applications informatiques, également, c'est pareil, c'est qu'un agent, il peut passer d'une machine vers une autre machine. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les agents mobiles. Et après, le mind, donc ça donne la dimension épistémique. C'est-à-dire qu'un agent, c'est une entité qui rentre en interaction avec d'autres agents dans un champ social. Alors, et dans ce cas-là, on va retrouver donc les concepts de population, comment modéliser l'interaction entre les agents, la notion de l'intention, modéliser l'intention, l'apprentissage, le raisonnement, etc. Ici, donc, ça c'est plutôt donc c'est des modèles d'apprentissage à ce niveau-là. Si vous voulez, c'est purement c'est de l'apprentissage. Donc, il y a des algorithmes d'apprentissage qui permettent de modéliser donc ce genre d'action. Alors que dans Badi, donc on s'intéresse le corps, c'est-à-dire, par exemple, si vous parlez de la migration, un agent, combien il pèse, combien d'octets, combien de mégas. C'est-à-dire dans la mobilité, on s'intéresse à l'aspect physique. Si c'est un robot, donc pour sortir d'une porte, il faut savoir c'est-à-dire est-ce que c'est possible. Donc, ce qui fait qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension physicaliste et la dimension épistémique, notamment pour les agents. Donc, si vous voulez, les trois dimensions de l'agent, donc on en a parlé. Donc, un agent vit dans un environnement. Donc, il y a un espace de vie, c'est-à-dire là où il se trouve. Donc, par exemple, un robot se trouve, c'est dans son environnement. Pour une application informatique, c'est le conteneur, c'est-à-dire l'application qui contient la machine où se trouve l'agent. Donc, il y a un espace de vie, il y a des ressources. Dans un environnement, l'agent peut trouver des ressources. Par exemple, un robot, dans son environnement, il peut trouver, par exemple, des ressources. Ça peut être, par exemple, des outils qu'il peut utiliser pour pouvoir faire des actions. Donc, ici, dans l'environnement, il y a des ressources qu'on peut utiliser, que l'agent peut utiliser pour pouvoir faire des choses. Par exemple, pour les applications informatiques, par exemple, une base de données, c'est une ressource. Par exemple, des fichiers, c'est des ressources. Etc. Donc, par exemple, les capteurs qui sont branchés à l'ordinateur, c'est des ressources. Quand un agent il est dans un environnement, donc il peut utiliser donc des ressources qui sont fournies par l'environnement. Et après, donc l'agent il rentre en interaction. Donc, il y a des langages de communication entre les agents. Donc, il y a la communication, la coordination. On montre comment faire la coordination. Et du coup, donc, il y a des langages de communication entre les agents. Comme par exemple ACL, Agent Communication Language. Donc ça, on va l'utiliser dans l'implémentation des agents. Encore, il y a d'autres langages, comme par exemple KIF, c'est Knowledge Interchange Format. Alors, ce n'est pas le KIF que vous connaissez. Les gens, ils connaissent beaucoup le KIF comme ça. Alors, donc, Knowledge Interchange Format. Donc, ça, c'est c'est un langage également qui permet d'échanger des connaissances entre les agents. Et après, un agent, donc, évolue dans une organisation. Dans ce cas-là, on peut parler, par exemple, d'une organisation centralisée, décentralisée, hiérarchique, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Monsieur. Ok. Alors, quand on fait de la programmation multi-agent, donc on peut parler donc de la notion d'objet. On a vite envie de comparer c'est quoi la différence entre un objet et un agent. Donc, un objet est réactif. Ça veut dire quoi? Un objet informatique, c'est une entité qui est passive, c'est-à-dire qui est dotée des attributs et des méthodes. Et qu'un objet, généralement, si personne ne demande pas à l'objet de faire quelque chose, il ne fait rien. C'est-à-dire si vous avez un objet qui possède un objet qui a des variables, des attributs x et y, et après avec des méthodes, des fonctions par exemple f de x, y égale x carré plus y carré, calcul, etc. Donc c'est-à-dire il y a des méthodes. Alors ces méthodes-là, si on ne les appelle pas, l'objet ne fait rien. C'est-à-dire qu'un objet, il est réactif. Réactif, c'est-à-dire qu'un objet, il réagit uniquement selon les appels de méthode. Si on ne fait pas appel à la méthode d'un objet, l'objet ne fait rien. Alors qu'un agent, il est proactif. Alors proactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un agent, en plus des attributs et des méthodes de l'objet, il dispose également des processus. Donc, il y a des processus internes, si vous voulez, c'est un thread, si vous voulez.
c'est quelque chose qui tourne tout le temps, c'est des boucles qui tournent tout le temps, qui font qu'un agent peut agir tout seul, et c'est-à-dire avec l'agent un système, soi-disant un thread qui tourne, dans lequel il fait tourner donc des algorithmes, qui fait que à chaque fois il va analyser, donc avec ces processus-là, il va analyser donc la situation, il va rentrer en interaction avec d'autres agents, il reçoit des messages, il répond, de façon à ce que il peut prendre des décisions tout seul sans qu'on lui demande. Donc c'est-à-dire que l'agent il est proactif. Proactif, c'est-à-dire il prend les décisions tout seul. On n'a pas besoin de faire appel dans un agent. On ne fait pas appel aux méthodes, hein. On ne fait pas appel aux méthodes de l'agent, mais ben, l'agent lui-même, il va communiquer et après, c'est lui qui va prendre des décisions. Donc, c'est lui qui va utiliser donc, ces opérations internes pour faire des décisions. Mais autrement, c'est les processus qui permettent donc de communiquer avec d'autres agents. Et c'est ces processus-là, justement, qui vont permettre l'apprentissage continu, etc., etc. Oui, Et oui. après, donc, on parle donc d'agents. On peut dire que les agents réactifs, généralement, sont modélisés sous forme d'une fonction de transfert. C'est-à-dire un agent réactif, c'est quoi? C'est un agent, c'est que, soi-disant, une fonction de transition, si vous voulez, donc qui a une situation donnée, si vous lui donnez, c'est-à-dire des inputs, un instant T, il fait un traitement et après, il passe vers une situation ST plus 1. Bon, c'est-à-dire ça, c'est l'agent réactif. C'est-à-dire que l'agent, généralement, les agents réactifs, c'est des agents qui n'utilisent pas des algorithmes d'apprentissage. Autrement dit, ils communiquent, ils sont programmés de façon à dire, par exemple, quand je reçois un message tel, je fais ça. Quand je reçois un message tel, je fais ça. Donc, globalement, ça, c'est des agents, on va dire, réactifs. Ils réagissent tout simplement à un certain nombre d'événements comme la réception de messages. Donc, il n'y a pas d'anticipation, pas d'apprentissage. Alors qu'après, il y a les agents cognitifs. Un agent cognitif, ben, c'est un agent qui est issu de donc, la modélisation mentaliste du monde, c'est-à-dire ben, c'est un agent qui va fonctionner avec, si vous voulez, des algorithmes d'apprentissage. Autrement dit, l'agent, il va agir sur l'environnement. Il va agir sur l'environnement. Il permet de communiquer, d'agir, etc. Il se déplace. Et après l'environnement, il y a des réactions. C'est à peu près ce que nous avons dit tout à l'heure dans l'apprentissage par renforcement. Donc, c'est-à-dire, quand un agent agit, il y a une récompense, il y a le retour de l'environnement. Et grâce à ce retour-là, il améliore la représentation du monde, c'est-à-dire, il fait de l'apprentissage. Donc, il va construire des tables d'apprentissage. Une fois au fur et à mesure qu'il travaille, il apprend. Et à un moment donné, il peut prendre les décisions tout seul. C'est-à-dire, quand on parle à agents cognitifs, on parle plutôt donc d'agents qui apprennent à partir de l'expérience, bien sûr, à partir de l'environnement. Alors, pour l'interaction entre les agents, donc d'une manière générale, euh, alors les variables, c'est-à-dire dans les agents, dans un système multi-agent, rien n'est global, rien n'est local, si vous voulez. Alors, ça veut dire que dans les systèmes multi-agents, on ne va pas stocker toutes les données de l'environnement centralisées dans un agent ou bien dans une base de données. Mais par contre, chaque agent possède, on est dans des systèmes distribués, c'est-à-dire chaque agent possède un ensemble de données et un ensemble de processus. Et après, enfin, euh, pour pouvoir résoudre des problèmes complexes, ben, ces agents-là, ils ont besoin d'interagir, de communiquer, d'échanger des données, d'échanger des informations pour pouvoir résoudre ensemble un problème complexe. Et également, rien n'est complètement local. C'est-à-dire qu'un agent, il dispose de son propre état, de ses propres données, mais ces données-là, il les expose aux autres agents. C'est-à-dire quand un agent lui demande une information, ben, il lui fournit l'information. Globalement, on est dans un système de ce qu'on appelle introspection, qui fait que d'autres agents peuvent solliciter l'agent pour lui fournir des informations. Alors, en fait, il existe plusieurs moyens qui permettent de faire communiquer les agents. Donc, quand on est dans des modèles d'interaction, on peut par exemple trouver donc des modèles de communication, par exemple en utilisant un langage ACL, Agent Communication Language. Alors, on va le voir tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour faire communiquer les agents.
Par exemple, vous avez un agent qui communique avec un agent, donc ils vont échanger des messages. Et après, on va voir que ces messages-là, elles respectent une norme bien déterminée qui est décrite dans la norme ACL. Et après, il y a également pour échanger des connaissances, il y a d'autres langages qui sont utilisés, comme par exemple, on peut utiliser donc des modèles basés sur knowledge, donc language, interchange format, donc KIF, et après XML, par exemple, pour échanger des connaissances. Également, on peut utiliser donc dans le domaine du web sémantique, il y a RDF, il y a Ontology Web Language. Donc, il existe plusieurs si vous voulez, formats avec lesquels on peut modéliser donc les expressions langagières, si vous voulez. Et après, donc, il y a la communication entre humain et agent. Donc, un agent peut communiquer avec un être humain. Dans ce cas-là, on est dans la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, etc. Donc, aujourd'hui, il y a des applications qui permettent qu'on peut faire comme ça. Et après, il y a les interactions multi-agents, c'est-à-dire que vous avez des communications entre des différents agents. Et après, il y a l'interaction multi-humain. Alors, ici, donc, ça, c'est quelque chose qui est propre, c'est le collectif médiatisé, etc. Donc, les gens se parlent. Donc, globalement, c'est les différents modèles d'agents qu'on peut utiliser, si vous voulez, dans les systèmes multi-agents. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites dans l'approche multi-agent, c'est les actions directes. C'est qu'un agent X n'a pas le droit de faire appel aux méthodes d'un agent Y directement. Ce n'est pas comme dans l'orienté objet. Dans l'orienté objet, vous avez dans un objet, vous faites appel à la méthode d'un autre objet. Alors, dans le cas des agents, non. En fait, pourquoi? Parce que les agents, c'est des entités autonomes, distribuées. C'est-à-dire, quand vous créez un agent, il se peut qu'il y ait un agent X qui se trouve dans une machine et l'agent Y se trouve dans une autre machine. Donc, il n'y a pas de... Je ne peux pas appeler directement les méthodes. C'est-à-dire, un agent ne peut... Même s'il se trouve dans la même machine, cette action-là, elle est interdite. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez qu'un agent puisse communiquer avec l'agent Y, il faut passer via des messages. C'est-à-dire, il faut lui envoyer un message d'une manière asynchrone. Et après, l'agent, quand il reçoit le message, il fait le traitement. Et après, il va vous retourner donc un autre message. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Ces actions-là sont interdites. Alors, autrement dit, donc l'agent X, c'est l'histoire de, par exemple, c'est comme si vous dites ne touche pas mes affaires, ne touche pas mes affaires. Si tu veux quelque chose, tu n'as qu'à me le demander. C'est la même chose. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui vient, par exemple, chercher dans votre sac, vous lui dites, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'agir sur l'agent. Donc, si vous voulez quelque chose, il faut lui demander. Donc l'interaction, cette interaction-là, elle est interdite. Je ne peux pas agir directement sur l'état ni le comportement de l'agent. C'est interdit. Et par contre, pour pouvoir interagir, il faudrait lui envoyer un message. Par exemple, l'agent X, il demande à l'agent Y, could you change your location? Est-ce que tu peux changer ta place? Et après, c'est l'agent Y qui va décider. Après, il fait son calcul, etc. Il regarde, il analyse, etc. Et à la fin, il va dire non, voilà, I want, voilà, I'm fine here. C'est juste pour représenter donc ce modèle de communication. Donc, ce qui fait que dans les systèmes multi-agents, l'interaction ne se fait pas d'une manière directe, mais elle se fait via l'échange de messages. Alors, il existe également un mécanisme de communication, entre les agents, notamment en passant via ce qu'on appelle une base de connaissances, c'est-à-dire la notion de ce qu'on appelle Blackboard. Alors, autrement dit, c'est comme si vous avez un ensemble d'agents, vous avez plusieurs agents distribués, et tous les agents utilisent la même base de données. C'est comme si vous voulez un Blackboard. Et après, donc, à chaque agent qui travaille, il laisse les données dans la base, et après, les autres agents, ils peuvent exploiter les données. C'est-à-dire, chaque agent, il accède à la même base de connaissances dans lesquelles ils peuvent échanger des informations. Alors ça, c'est un cas, ce qu'on appelle, c'est des modèles qui sont basés sur ce qu'on appelle une mémoire partagée, si vous voulez. Vous avez une mémoire partagée dans laquelle tous les agents peuvent concentrer, peuvent laisser les données, etc. C'est-à-dire que la communication se fait via le Blackboard, c'est-à-dire via la base de connaissances. Alors, il existe également un modèle d'interaction entre les agents, c'est ce qu'on appelle le modèle Stigmirji. Alors, Stigmirji, ça veut dire quoi?
c'est-à-dire la communication via des ondes de conflit. Alors, autrement dit, les fourmis, par exemple, si je prends le cas des fourmis, des abeilles, par exemple, vous avez comment les fourmis vont communiquer. Quand une fourmi se déplace dans un environnement, il laisse une substance, c'est-à-dire chimique, dans l'environnement, qui est ce qu'on appelle les phéromones. C'est des substances qu'il va laisser dans l'environnement. Et quand il y a une autre fourmi qui passe, ben, grâce à ces substances-là qui sont laissées dans l'environnement, ben, les fourmis, ils peuvent savoir tout simplement combien de fourmis sont passées par là, c'est-à-dire, et c'est comme ça que, par exemple, les fourmis arrivent à trouver le chemin optimal. Quand une fourmi, par exemple, trouve de la nourriture, et il essaie de prendre un chemin, et à travers le chemin, il laisse ce qu'on appelle cette substance qui est les phéromones, et après, par la suite, les autres fourmis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont suivre avec la substance. Donc, et après, comme ça, ils peuvent chercher le chemin optimal pour atteindre la nourriture. Alors, dans ce cas-là, la communication entre les fourmis se fait via quoi? Via des ondes de conflit. C'est-à-dire, c'est dans l'environnement que vous communiquez. Alors, c'est comme si, par exemple, moi, je suis passé dans cette salle, j'ai laissé un certain nombre d'objets dans cette salle. Et après, quand vous arrivez vous dans cette salle, vous allez trouver les objets et vous allez comprendre pas mal de choses. Vous allez comprendre que je suis passé là et que voilà, vous pouvez comprendre le type d'activité que j'étais en train de faire parce que vous allez trouver un ordinateur, etc. Donc, grâce à les zones de conflit, c'est-à-dire là où les agents peuvent passer ensemble, donc ils peuvent interagir, ils peuvent communiquer. Bon, enfin, c'est ce qu'on appelle stigmergie. Donc, ça, c'est les zones de conflit. Alors, en fait, l'interaction entre les agents, la communication entre les agents, il y a ce qu'on appelle la notion de l'intention de communication. Alors, en fait, l'intention de communication, c'est que généralement, quand on communique, quand on fait la communication entre les agents, on utilise ce qu'on appelle ACL, Agent Communication Language. Ce langage-là, il reflète un certain nombre de propriétés de langage humain, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle speech act, c'est-à-dire l'acte de communication. Autrement dit, quand je vous demande quelque chose, par exemple, supposons j'ai une proposition suivante. Il y a l'agent A qui informe l'agent B, l'agent A qui envoie la proposition P à l'agent B. Par exemple, la proposition, c'est il pleut. Que l'agent A va dire à l'agent B, il pleut. Alors, voyez donc, je crois sincèrement. Alors, quand vous dites il pleut, la proposition il pleut, ben, l'agent B, quand il reçoit le message, ben, il trouve par exemple had believe P. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Donc, l'acte de communication. L'acte de communication, ou believe, c'est-à-dire je crois sincèrement. C'est comme si l'agent, il lui dit il pleut, mais derrière le message il pleut, qu'est-ce que B va comprendre? Il sait que A croit sincèrement croit sincèrement à P, parce que ici vous avez une forme, ici, une forme. Et quand vous dites informe, informe c'est un speech act, c'est-à-dire je t'informe. J'attends pas que tu me donnes une réponse. Informe, ça veut dire j'informe. Mais quand je t'envoie un message avec request, c'est-à-dire je te pose une question et tu m'envoies là, j'attends la réponse. Alors, had inform, request, call for proposal, et il existe un ensemble de mots-clés qui sont utilisés dans le langage ACL qui représentent ce qu'on appelle le speech act, c'est-à-dire l'acte de communication. Donc, par exemple, avec inform, qu'est-ce que B va comprendre? B va comprendre que A croit sincèrement à P. Il va comprendre également que A voulu l'informer au sujet de P, histoire de coopération, menace, etc. Il va également, après par la suite, B choisit oui ou non d'adopter la croyance. C'est-à-dire c'est B, il est libre de croire vraiment à la proposition ou là. Donc, il y a inform, c'est speech act. Et après, par la suite, B va réagir à l'impact de 1 à 3 avec sa propre stratégie. C'est-à-dire que quand vous avez un agent qui informe un autre agent, si un agent informe plusieurs agents, par exemple, je vous dis par exemple, à 13 heures, il va pleuvoir.
Alors, chacun d'entre vous va recevoir cette proposition, mais chacun peut réagir de sa propre manière. Il y en a ceux qui vont me croire et après ils vont chercher à chercher le parapluie, etc. Bah, il y en a d'autres qui vont dire, bon, là, je vais ignorer cette proposition-là, c'est pas grave, même s'il pleut, bon, ça fait rien. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un peu là. Donc, c'est-à-dire, mais par contre, si je vous dis, par exemple, attention, voilà, à midi, il y aura vraiment, c'est-à-dire, la manière avec laquelle je vous informe, si je vous donne un speech act qui est différent, alors à un moment donné, votre réaction peut changer. Donc, voilà. Alors après, donc, comme on est dans les systèmes distribués, donc, bah, tout simplement, donc, les systèmes multi-agents peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes distribués. Donc, autrement dit, donc, il y a des architectures qu'on peut mettre en œuvre, comme par exemple les architectures centralisées, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle l'architecture SIMD, Single Instruction Multiple Data, ou bien Single Program Multiple Data. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans ce genre d'architecture, vous avez un ensemble d'agents qui font tous la même chose. Regarde les agents, c'est la même instance du même agent qui est reproduite plusieurs fois. Et après, par la suite, tous les agents, ils exécutent les mêmes instructions, c'est-à-dire c'est le même programme que tous les agents vont exécuter en même temps, mais pour des données différentes. Alors, autrement dit, si par exemple, supposons, je voudrais par exemple traiter beaucoup d'images. Je voudrais traiter beaucoup d'images, je voudrais par exemple filtrer beaucoup d'images. Alors, qu'est-ce que l'agent va faire? Ben, l'agence centrale, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement distribuer, pour chaque agent, il va lui distribuer une image. C'est-à-dire, dans ce cas-là, chaque agent dispose d'une image différente. Ça, c'est multiple data. C'est-à-dire, chaque agent possède sa propre donnée. Et après, il va leur demander d'exécuter un traitement. Le même traitement. C'est-à-dire que tous les agents exécutent en même temps le même algorithme, mais sur des données différentes. Les كتسمى SIMD ou bien SPMD, Single Program Multiple Data. Alors ça, c'est des modèles comme ça, mais également parfois on a des modèles de type MIMD ou bien MPMD, c'est-à-dire Multiple Program Multiple Data. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs agents. Chaque agent exécute un programme différent. C'est-à-dire on n'a pas les mêmes algorithmes. Chaque programme, il est programmé pour faire quelque chose. Et chaque agent utilise des données différentes. C'est-à-dire chaque agent a ses propres données, il a ses propres algorithmes. Et après, par la suite, tous les agents, ils vont travailler, ils vont collaborer pour pouvoir résoudre un problème donné. Mais après, donc, dans les architectures également, on peut, au lieu d'utiliser une organisation matricielle, on peut utiliser par exemple une organisation hiérarchique. Donc, tout ça, c'est des organisations centralisées. Centralisées, c'est-à-dire, il y a toujours un agent central qui prend les décisions. C'est lui qui va piloter. C'est lui qui va demander aux agents, faites ça, ne faites pas ça. Alors que ici, donc, c'est une architecture distribuée, décentralisée. C'est-à-dire, chaque agent, il n'y a pas un agent qui prend les décisions. Mais chaque agent, il prend ses propres décisions, mais ils vont collaborer pour pouvoir échanger leurs expériences. Donc ici, on parle de ce qu'on appelle l'émergence c'est de l'intelligence collective. Et après, ici, donc, on parle de ce qu'on appelle société d'experts, c'est-à-dire chacun a son expertise dans un domaine. Et après, par la suite, chacun donc, peut travailler dans son domaine et après, ils peuvent échanger des informations selon les sollicitations. Alors pour maintenant les applications de SMA, donc les systèmes multi-agents donc, sont utilisés dans plusieurs problèmes, pour résoudre plusieurs problèmes, par exemple les simulations de phénomènes complexes, donc, en sociologie, physique des particules, la chimie, la robotique, la biologie cellulaire, l'ethnologie, etc. Donc, pratiquement dans tous les domaines, on utilise les systèmes multi-agents pour faire de la simulation. Pour, par exemple, en sociologie, par exemple, en chimie, par exemple, un agent, c'est un atome, par exemple. Dans la robotique, un agent, c'est un robot. En biologie cellulaire, par exemple, un agent, ça peut être représenté par une cellule, etc. Donc, c'est-à-dire, dans tous les domaines, on peut, par exemple, faire de la simulation avec les systèmes multi-agents. Ils sont également utilisés dans l'intelligence artificielle distribuée pour résoudre des problèmes complexes. On les utilise également dans les systèmes parallèles et distribués, robotique, productique, les télécoms, les jeux vidéo, cinéma.
Alors, il y a beaucoup de films cinématographiques qui sont créés grâce au système multi-agent. Donc, vous pouvez voir, il y a des films, surtout dans lesquels il y a les effets spéciaux, etc. Souvent, comme par exemple, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, ou vous trouverez par exemple la Terminator, ou vous trouverez des films dans lesquels, pour faire des animations 3D complexes, c'est parfois on utilise des systèmes multi-agents pour pouvoir produire des scénarios qui sont proches de la réalité. Alors, il y a le e-commerce également, ils sont utilisés dans le domaine de négociation, le e-commerce, e-learning, donc dans l'apprentissage, plutôt dans les plateformes de e-learning, l'urbanisation, les smart grids, la gestion du trafic routier, c'est très utilisé dans l'optimisation du trafic routier. Dans le domaine de finance, trading automatique, vous savez que dans les bourses, généralement, ce sont des agents qui prennent des décisions de dire est-ce que je vends les actions ou bien je ne vends pas. Donc, ce n'est pas les êtres humains, tout est automatisé. Donc, il y a des agents qui sont programmés pour décider. C'est des agents qui analysent tout le temps les données du marché financier. Et après, par la suite, ils prennent les décisions. Le web sémantique, l'Internet des objets. Bon, donc, globalement, les systèmes multi-agents donc, sont utilisés donc, pour résoudre des problèmes complexes d'une manière générale. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, par exemple, un agent, par exemple, en chimie, un agent, ça peut être une molécule. En robotique, c'est un robot. En biologie cellulaire, c'est une cellule. En ethnologie, c'est, par exemple, un agent, ça peut représenter un animal. En sociologie, ça peut être, par exemple, un être humain, etc. Alors maintenant, pour les plateformes SMA. Donc, pour les plateformes SMA, c'est-à-dire maintenant, on veut créer des applications multi-agents. Donc, sachez qu'il existe plusieurs plateformes, plusieurs logiciels, plusieurs middleware qui permettent de créer des applications multi-agents. Il y a une liste qui est importante. Enelogic, Cormas, Domis, Jack, Jad, Jadex, Jagent, Janus, Jason, Macdit, Magic, etc. Bon. Cormas, Semantic Agent, SPAD. Historiquement, il y a beaucoup de frameworks et de middleware qui permettent de créer des systèmes multi-agents, de programmer des systèmes multi-agents. Alors, parmi les solutions les plus connues qui respectent la spécification GPA, la majorité d'ailleurs, c'est des middleware, c'est du Java. Ça, c'est très courant. La majorité, ils utilisent le langage Java, mais bien sûr, il y a d'autres, c'est-à-dire d'autres langages de programmation qui possèdent également des frameworks de modélisation multi-agent. Alors, dans notre cas, on va utiliser donc JAD. JAD, c'est Java Agent Development, donc qui est un framework de développement des systèmes multi-agents open source qui est basé sur le langage Java et qui offre en particulier un support avancé de la norme FIPA. Alors, en fait, il y a une norme FIPA, notamment, qui a été, c'est-à-dire, en fait, il y a une fondation ou bien une organisation FIPA, c'est une fondation, si vous voulez, qui a normalisé les concepts des systèmes multi-agents. Donc, parmi ces frameworks-là, il y a des frameworks qui ne respectent pas les normes FIPA, il y en a d'autres qui respectent la norme FIPA. Alors, parmi les frameworks qui respectent cette norme FIPA, donc il y a JAD. C'est pour cela donc, on va essayer donc, de le voir. Et c'est plus simple à maîtriser pour vous parce que vous connaissez déjà le langage Java. Ça vous permet facilement de créer facilement des agents. Alors voilà, donc ça c'est la première. Alors maintenant, il reste la partie mise en œuvre des systèmes multi-agents. Donc, alors si vous voulez, alors ça c'est la partie maintenant mise en œuvre. Donc on va essayer de pratiquer tout ça. Vous allez voir tous ces concepts théoriques dont je viens de vous parler. En principe, c'est des connaissances, mais vous allez comprendre mieux les choses si vous commencez à créer avec Jade des agents, comment les exploiter, etc. Alors, si vous voulez, donc, on va, c'est pas, donc, on va marquer, je suis obligé de marquer une pause de 15 minutes.
Et après, on va reprendre. Donc, on va voir en fonction du temps qui reste, donc pour voir, vous présenter Jade, comment l'utiliser. Sinon, je vais partager avec vous donc quelques vidéos démonstrations que vous allez voir chez vous, donc pour voir comment créer un agent, comment faire communiquer les agents. En principe, c'est très simple, hein. Vous allez voir, c'est vraiment très simple de créer des agents et de les faire communiquer.